Donc, bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour ce webinaire sur dans le cycle de conférences Industrie et technologie et sur la thématique donc, de l'impact carbone et plus précisément dans le cadre de l'industrie. Ce rendez-vous est rendu possible grâce au soutien du Grand Chalon et de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il est organisé par Nicéphore Cité, le pôle d'ingénierie numérique du Grand Chalon. Donc, Nicéphore Cité, nous avons pour principale mission d'accompagner les entreprises industrielles dans leur transformation numérique et vers l'industrie 4.0 et les porteurs de projets innovants numériques dans leur développement. Et c'est donc lors de nos échanges avec les entreprises industrielles que nous nous sommes aperçus qu'il était important de faire un point sur ce que c'est que l'impact carbone. On parle de bilan de carbone, éco-conception, cycle de vie, voilà, mais qu'est-ce que c'est, quelles en sont les grandes étapes? Donc, on va voir tout ça ce matin. Mais avant de donner la parole à nos intervenants, je vais vous présenter en quelques mots le projet de l'usinerie que vous pouvez voir donc sur vos écrans. C'est un lieu dédié à la transformation numérique des entreprises industrielles et pour aller vers l'industrie 4.0, donc un lieu d'innovation qui proposera aux entreprises industrielles un accompagnement et une expertise clé en main pour s'approprier et mettre en œuvre les briques technologiques numériques et digitales de l'industrie du futur, en partenariat avec différents acteurs, dont l'ENSAM et le CNAM, qui seront hébergés à l'usinerie. Donc, début 2022, ce bâtiment de 4000 m² aura pour mission d'informer, accompagner, mettre en réseau et former les entreprises industrielles, et ce, afin de renforcer leur compétitivité et l'attractivité du territoire. Une offre de service est en cours de création pour proposer aux entreprises de les accompagner dans ces projets d'industrie 4.0. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter dès maintenant pour pouvoir avancer dans vos projets. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous inscrire à notre newsletter pour recevoir notre actualité et être informé de nos événements comme aujourd'hui. Et donc, pour le webinaire de ce matin, nous avons donc le plaisir d'accueillir Bertrand Couturier, qui est vice-président de FQP-BFC. Donc, FQP, c'est France Qualité Performance. Il nous le présentera en quelques mots tout à l'heure. Nous avons également un autre représentant de FQP qui est Patrice Benoît. Nous accueillons deux représentants de l'ADEME en la personne de Laure Fontaine, qui est chargée de mission transition écologique. Et puis Antoine Varret, chargé de mission production durable et consommation durable. Et nous avons deux entreprises qui ont accepté de témoigner ce matin sur leur expertise et expérience. Ulrika Personne qui est responsable développement durable et QSE de Berner France, et Philippe Jonard qui est responsable qualité environnement de Tournu Équipement. Alors, vous pouvez poser vos questions dans le chat et je les transmettrai aux intervenants à l'issue de leur intervention. S'il y a besoin d'un complément d'information sur ce qui vient d'être dit, n'hésitez pas également à nous l'indiquer. Et nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Donc, comme vous le savez, les premiers bilans carbone ont vu le jour en France dans les années 90. Et donc aujourd'hui, dans un contexte économique où l'énergie serait amenée à coûter de plus en plus cher, l'idée de ces bilans carbone, l'idée initiale, c'est de permettre aux entreprises françaises d'analyser leur propre dépendance aux énergies fossiles et de mettre en place des actions pour faire le nécessaire pour les diminuer. Mais qu'est-ce que le bilan carbone? Pourquoi il existe? Quels en sont les bénéfices? Est-ce qu'on peut bénéficier d'aides financières pour pouvoir faire ce bilan carbone? On a parlé tout à l'heure de cycle de vie, d'éco-conception, mais c'est quoi? Quel est le lien avec le bilan carbone? Donc voilà un petit peu toutes les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Et donc pour ça, je vais déjà donner la parole à Bertrand Couturier pour nous éclairer sur le bilan carbone avant d'écouter les témoignages. Alors, je vais donc arrêter mon partage d'écran. Bonjour à tous, merci Delphine. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous avez le retour peut-être? C'est en train, voilà, c'est bon. Parfait. Excusez-moi. Donc, je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Bertrand Couturier, je suis vice-président de France Qualité Performance en Bourgogne-Franche-Comté.
Effectivement, donc FQP BFC, donc qui est un acteur associatif qui accompagne des organisations dans leur démarche de progrès, j'ai envie de dire, sur un certain nombre de sujets qui peut concerner soit des normes ISO que vous connaissez certainement, qualité, sécurité, environnement, de plus en plus sur la thématique de développement durable, autrement dit la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations. Et effectivement, on fédère donc des industriels, mais aussi des consultants qui peuvent avoir aussi des expertises et qui accompagnent au travers d'actions d'accompagnement individuel ou en collectif, donc les adhérents de FQP. Et on travaille en partenariat avec différents acteurs du territoire, comme Nisport cité aujourd'hui, pour parler de l'impact carbone et plus précisément de la démarche bilan carbone. Donc, j'ai 10 minutes, grosso modo, pour vous exposer en quelque sorte quelques éléments de contexte et la façon dont vous pouvez vous saisir de cette thématique ou de cette action. Et je laisserai la main ensuite à mon confrère de pouvoir présenter dans la deuxième partie, après les témoignages, la notion d'éco-conception et les leviers d'action également. Euh, voilà, donc simplement, vous avez peut-être des interrogations, ça l'était précisé dans l'invitation. Aujourd'hui, vous avez certainement une perception de ce que peut être le bilan carbone. Vous avez aussi certainement entendu parler de la trajectoire 1,5 degré d'augmentation de la température à échéance de 2100, qui est une trajectoire sur laquelle le gouvernement ben, s'est appuyé sur le GIEC, un groupement international d'experts du climat, pour limiter le réchauffement climatique. Donc, on en entend de plus en plus parler, mais je rentrerai simplement sur quelques éléments de langage de la méthode bilan carbone, qui est la méthode de référence en France pour effectivement une entreprise qui souhaite quantifier ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, j'essaierai de répondre au travers de ma présentation aux différentes interrogations sur comment, qu'est-ce que le bilan carbone, comment le calculer, quels sont les bénéfices, et la dame présentera plutôt la partie financement. Sur quelques éléments de contexte, donc j'en ai parlé, le réchauffement climatique et la trajectoire 1,5 degré à échéance de 2100. On a pu constater depuis ces dernières décennies beaucoup de dérèglements climatiques, mais c'est un équilibre subtil qui est du coup mis en péril en quelque sorte par l'activité humaine, en tout cas l'équilibre entre l'atmosphère, la lithosphère et l'hydrosphère. Je ne vais pas revenir sur ces éléments, on va dire, qui caractérisent la biosphère finalement, mais c'est un fait d'un point de vue scientifique. Il est clairement indiqué que ce déséquilibre induit du coup des stratégies d'adaptation de la part des acteurs économiques pour qu'elles puissent à minima réduire, à minima, on va dire, engager un plan d'action pour les effets engendrés par ce réchauffement climatique, qui peuvent être de différentes natures en fonction de vos secteurs d'activité. J'ai envie de dire que la chaîne d'approvisionnement de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin de vie, quels que soient les services ou les produits qui peuvent être fabriqués, peuvent être impactés dans une certaine mesure par ce dérèglement climatique. Que ce soit dans l'agriculture par rapport aux rendements qui peuvent être très fortement chahutés aussi. On voit un certain nombre d'espèces végétales qui évoluent. Donc, je donne cet exemple, mais ce n'est pas forcément le plus pertinent en fonction de vos secteurs d'activité. Sur la question de la raréfaction de l'eau, sur l'accès un certain nombre de ressources aussi. On le voit globalement, en plus de l'impact, en plus de l'enjeu carbone, il y a un réel enjeu sur la disponibilité des ressources naturelles pour les industriels, pour les entreprises, puisque, en tout cas, sur ce sujet-là, on voit qu'avec l'augmentation, on va dire, de la population mondiale et la disponibilité de ces ressources, on consomme de plus en plus et du coup, ça engendre un certain nombre de conséquences par rapport au prix des matières premières d'une part, mais aussi par rapport aux impacts environnementaux qui en découlent. Donc, c'est pour cette raison, en tout cas, ces deux principales raisons sur l'impact climatique que les entreprises peuvent avoir et l'intérêt de la démarche bilan carbone pour vous donner des leviers d'action d'une part.
Et sur le deuxième enjeu, sur la disponibilité des ressources naturelles qui vont se raréfier de plus en plus par la suite. Et du coup, l'éco-conception est un levier d'action qui vous permettra justement d'intégrer aussi cet enjeu dans votre entreprise. Alors, globalement, ce qu'il faut retenir au niveau national, c'est qu'il existe une planification du gouvernement qui fixe un objectif très clair, qui est un objectif de neutralité carbone à échéance de 2050. Ça concerne toute activité privée, j'ai envie de dire, tous les acteurs, même les collectivités, les territoires. Et il existe des orientations sectorielles, vous les voyez sur le support de présentation, avec du coup une volonté de l'État de pouvoir mettre en place une feuille de route qui soit lisible pour l'ensemble des parties prenantes. Ça se traduit sur votre territoire, notamment sur le Grand Chalon, un plan climat territorial air-énergie qui est animé par le PCI qui va effectivement identifier à ce niveau, on va dire, les leviers d'action opérationnels qui peuvent être engagés par la collectivité, mais aussi les acteurs qui composent, les acteurs économiques qui se trouvent sur ce territoire. Donc, si vous engagez une démarche, on va dire, bas carbone à l'échelle de votre entreprise, ça peut être intéressant de vous rapprocher de votre PCI pour, à minima, connaître le référentiel territorial, voilà, et le plan d'action qui est engagé et vous faire connaître comme acteur moteur dans cette dynamique bas carbone. Donc, vous le voyez, le logo en bas à droite, c'est le logo bilan carbone. Donc, c'est une méthodologie qui a été créée par Jean-Marc Jancovici et qui existe depuis de nombreuses années, qui a été, qui est garantie par l'ADEME. C'est peut-être pas forcément le bon terme, mais c'est l'association Bilan Carbone qui en assure, qui attribue les licences d'exploitation et d'utilisation de la méthodologie bilan carbone. Ça se traduit sous forme d'utilitaire. Et comment dire, c'est une méthodologie qui permet à la fois de répondre depuis 2012 à la loi NRE, l'article 75 de mémoire, qui oblige toutes les entreprises de droit privé de plus de 500 salariés doivent faire non pas un bilan carbone, mais un bilan des émissions de gaz à effet de serre réglementaire qui concerne le scope 1 et 2. Donc, c'est le scope réduit, on va dire, qui concerne principalement les consommations de carburant, d'énergie fossile, mais aussi les consommations d'électricité par rapport aux usages que vous allez avoir, on va dire, au niveau de l'entreprise sur le périmètre réduit. Donc ça, c'est une obligation pour les entreprises de plus de 500 salariés et dans les dom-tom de plus de 250 salariés pour information. Ça concerne évidemment l'État et d'autres collectivités qui sont spécifiées sur la partie gauche du support. Et enfin, la partie qui nous intéresse, l'objectif pour vous, si vous n'êtes pas concerné par cette obligation réglementaire, c'est de pouvoir engager une démarche volontaire sur un périmètre élargi, scope 1, 2 et 3. Donc, on voit un certain nombre d'informations là qui précisent notamment le scope 3. Finalement, donc la méthodologie bilan carbone va vous permettre de manière objective de pouvoir apprécier comment vous vous positionnez sur l'ensemble, on va dire, des activités de votre entreprise. Donc, la notion de périmètre, elle doit être définie, c'est important aussi, pour que vous puissiez, du coup, à partir de ce périmètre, quantifier avec un utilitaire. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir renseigner un utilitaire avec un certain nombre de données d'entrée qui vont être, on va dire, associées à des facteurs d'émission. Donc, tout ça est très simplifié dans l'utilitaire quand on le connaît. Et ça permet effectivement de pouvoir quantifier en tonnes équivalent CO2 votre bilan carbone. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans cette démarche bilan carbone sur l'aspect calcul. Ce qui est important de retenir finalement, c'est que globalement, une entreprise qui engage un bilan carbone, il faut que ça s'inscrive dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue. L'objectif, c'est peut-être d'y aller par étapes. Pourquoi pas élargir le périmètre aussi dans le temps, en fonction du temps que vous avez et des ressources que vous avez en interne pour le réaliser. Donc, il est possible effectivement de pouvoir monter en compétence pour avoir la compétence en interne. Vous pouvez aussi l'externaliser en faisant appel à un consultant.
Voilà. Bertrand, il y a une question par rapport à votre intervention de tout à l'heure. Qu'est-ce que le PCI et quels sont les animateurs? Les EPCI? Ah bah voilà, donc c'est ça, il manquait une lettre. Oui, les Ah oui, voilà, EPCI. c'est les communautés de communes ou communautés d'agglomération qui ont la compétence développement économique. Et souvent, il y a un chargé de mission climat qui travaille, on va dire, sur la partie programmation. Bah, en fait, au Grand Chalon, je ne connais pas le nom de la personne en l'occurrence, mais il faudrait appeler le Grand Chalon, en tout cas, et être mis en relation avec cet interlocuteur chargé de mission climat, qui pourra vous donner un minimal, on va dire, le diagnostic qui a été fait sur le territoire pour calculer l'empreinte carbone. Et normalement, il y a des engagements, des axes, des plans d'action qui sont présentés dans ce document de référence. Mais du coup, ça concerne, j'ai envie de dire, le territoire. Donc, c'est des éléments de langage qui sont nécessaires à appréhender de manière assez rapide, mais il ne faut pas louper le coche, en tout cas quand vous engagez une stratégie bas carbone. Ça peut être intéressant, du coup, de vous faire connaître auprès du territoire pour le travail que vous engagez dans ce sens. Très bien, merci. Voilà, donc grosso Et dans les modo, petites communes, pour compléter, et dans les petites communes, du coup, comment ça se passe? alors, bah, du coup, il faut se rapprocher de la collectivité qui a la compétence économique. Comment dire, ça va être une communauté de communes, donc en dehors du Grand Chalon, ça dépend où vous êtes, mais il faut aller pas à l'échelle de la collectivité, mais de l'intercommunalité, en fait. Ok, Donc, c'est la merci. simplicité. Bah, c'est vrai quand on n'est pas habitué à, on va dire, à l'approche territoriale et les différentes compétences, c'est pas toujours évident à appréhender en France, en tout cas, sur ces superpositions d'acteurs, mais il est clair, évident que les interlocuteurs, pour vous donner quelques éléments de langage, donc c'est la communauté de communes qui anime le plan climat, air et énergie territoriale où vous pouvez avoir quelques informations et ça peut être intéressant. Il y a la DREAL Bourgogne-Franche-Comté qui est la représentation du gouvernement sur le territoire qui va s'assurer que les entreprises ont bien réalisé finalement le bilan des émissions de gaz à effet de serre réglementaires. Donc, il faut leur adresser chaque année le bilan, pas tous les ans. Il y a une périodicité en fonction de la taille. Mais l'objectif, c'est de pouvoir, en tout cas pour les concernés sur cette obligation, envoyer le bilan des émissions de gaz à effet de serre réglementaires de manière périodique. Et puis après, il y a l'ADEME, évidemment, qui est un interlocuteur important à connaître. Et puis j'ai envie de dire d'autres acteurs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors, justement, Laure Fontaine a mis dans le chat les coordonnées de la personne sur Chalon. Donc, vous Ah, pouvez super. récupérer le mail et le téléphone. Merci beaucoup. Donc, je reviendrai peut-être sur certaines questions après, mais les étapes clés, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous engagez une démarche bilan carbone, quand vous souhaitez faire un bilan carbone, créer un comité de pilotage, à minima un représentant de la direction, la personne qui va suivre de près le projet et, si possible, les 3 à 5 acteurs clés qui vont jouer un rôle important dans la collecte des données. Donc, ça peut être le responsable de fabrication, ça peut être, on va dire, la partie logistique maintenance, une personne qui est en charge peut-être aussi des ressources humaines, puisqu'il y a des informations qui vont être nécessaires à collecter sur le bilan carbone scope 3, notamment dans le cadre des déplacements domicile-travail. C'est des informations sur lesquelles voilà, vous pourrez aller chercher des informations dans cette collecte des données, qui est l'étape 3, qui est, j'ai envie de dire, l'étape qui va être la plus chronophage en termes de temps agent. Et puis après, il y a le traitement des données où on va renseigner les données collectées dans l'utilitaire bilan carbone, qui va permettre de quantifier en tonnes équivalent CO2 les émissions. Et du coup, il y a un rapport qui est nécessaire, qui doit être fait pour exposer de manière très factuelle les données quantitatives et de pouvoir faire une analyse factuelle et objective sur les constats et surtout les pistes d'amélioration qui peuvent être engagées pour justement, je conseille 3 échéances en fait. L'échéance à court terme pour l'année prochaine, quel sera votre plan d'action avec des objectifs de réduction? Ça peut être intéressant de faire une projection à 2025 et une troisième projection à 2030, ce qui vous permettra, pourquoi pas, en tout cas, si vous souhaitez avoir un objectif ambitieux de neutralité carbone, pourquoi pas en visant aussi une neutralité carbone à l'échelle de votre entreprise à échéance de 2030.
et de planifier des objectifs intermédiaires. Voilà. Après, encore une fois, c'est une démarche d'amélioration continue, donc vous pouvez y aller par étapes et de pouvoir, j'ai envie de dire, intégrer le travail que vous allez faire dans votre système de management ou dans votre démarche de responsabilité sociétale des entreprises, puisque l'objectif, c'est effectivement, si vous avez une revue de direction annuelle, par exemple, de pouvoir avoir un focus sur l'aspect carbone ou éco-conception selon l'opportunité que vous allez saisir peut-être à l'issue de ce webinaire, si vous souhaitez agir soit sur l'approche carbone ou soit sur l'approche cycle de vie ou éco-conception pour la deuxième partie qui sera présentée. Bertrand, du coup, est-ce que l'on peut passer la parole à Ulrika qui devrait malheureusement nous quitter dans quelques minutes? Pardon, je passe la parole voilà, c'est parfait, à Ulrika. Ok, bonjour. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Alors, normalement, oui. D'accord. Juste pour, Vous me dites. Sinon, je regarde ça tout de suite. Voilà, super. C'est bon? Vous voyez mon écran là? Non. Ah non, pour l'instant, vous voyez vous. Alors, hop. Ah, c'est parce que voilà, je ne suis pas habituée au Zoom. Donc là, normalement, c'est bon, vous voyez mon écran. Oui. Voilà. Bon, c'est juste pour avoir un petit peu de support de mes paroles. Donc, je m'appelle Ulrika Persson, donc je travaille pour la société Berner depuis 2017. Donc, juste pour vous présenter voilà, le cadre dans le cadre où on mène donc, le bilan carbone. Donc, on est un distributeur omnicanal. Ça veut dire qu'en fait, on a un centre logistique à Saint-Julien-du-Sault. Donc, on n'est pas du tout fabricant. On fait uniquement la distribution, la partie logistique des produits qu'on vend sous la marque Berner. Donc, voilà, c'est beaucoup de produits chimiques, c'est de quincaillerie, des produits de fixation, d'outillage, des outils et des consommables. Et puis, voilà, on s'adresse nos clients se trouvent donc dans le bâtiment, dans l'automobile et puis aussi dans la maintenance industrielle. Donc, c'est important, on a toute taille des clients, donc c'est très important pour nous voilà, d'avoir une démarche de développement durable et aussi on est certifié aussi dans 4 domaines. Donc, on est donc certifié qualité, santé, sécurité au travail, environnement et énergie. Voilà. On a aussi une partie de nos bâtiments logistiques qui sont certifiés haute qualité environnementale, ce qui n'est pas non plus négligeable pour le bilan carbone. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu le cadre dans lequel on fait le bilan carbone. Donc, moi, je suis arrivée chez Berner en 2017. J'avais déjà auparavant fait un bilan carbone pour l'entreprise dans laquelle je travaillais à l'époque. Donc, on avait fait un bilan carbone complet pour les 3 scopes. Quand je suis arrivée chez Berner, ça avait aussi été fait chez Berner, les 3 scopes en 2010-2011. Et effectivement, comme Bertrand l'avait dit, donc, on est une entreprise avec plus de 500 salariés, donc on a une obligation de faire le bilan carbone pour le scope 1 et 2. Donc, le premier bilan avait été fait sur le 3 scopes. Pour la suite, il a été décidé de travailler uniquement sur le scope 1 et 2, vu que c'est vraiment la base réglementaire. En fait, dans le scope 3, il y a une grande partie où nous, on n'a pas forcément la main là-dessus parce qu'on fait partie d'un groupe allemand. Donc, tout ce qui va être éco-conception, gestion d'achat de différents produits, vu qu'on a à peu près 25 000 références, ben voilà, l'éco-conception, ce n'est pas du tout à notre niveau. Donc, le choix a été fait de travailler là où on peut travailler, donc sur le scope 1 et 2. Donc, tous les 4 ans, voilà, on fait le bilan carbone annuellement pour le suivi en interne, mais tous les 4 ans, effectivement, on enregistre notre bilan carbone sur le site de l'ADEME pour que voilà, ça puisse être contrôlé, qu'on l'a bien fait. Quels ont été les avantages pour l'entreprise de faire le bilan carbone? Moi, je veux dire que pour Berner, ça s'inscrit vraiment dans la démarche globale. Il y a une étroite lien entre l'ISO 50001 et le bilan carbone. Donc, le bilan carbone permet de mesurer, voilà, de quantifier les équivalents CO2
alors que dans l'ISO 50001, on va plutôt parler, on va avoir d'autres indicateurs. Donc, voilà, on fait à peu près la même chose dans les deux domaines. Mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on a à la fois la nécessité de faire le bilan carbone du fait que c'est réglementaire. Pour nous aussi, l'ISO 50001, c'est aussi, on a aussi une obligation de faire une audit énergétique. Donc, le système de management est très utile parce que ça permet de coordonner toutes ces actions. Néanmoins, ça montre aussi, ça donne beaucoup plus de poids aux actions qui sont nécessaires à mettre en place, d'avoir d'avoir des actions qu'on fait qui va répondre aux exigences réglementaires dans différents domaines. Ce qui est vraiment important avec le bilan carbone, ça permet de bien identifier les endroits où on a le plus d'émissions. Et ça nous permet aussi d'axer nos actions sur les endroits les plus importants. Donc, encore une fois, on s'inscrit vraiment dans une démarche d'amélioration continue avec des outils déjà utilisés dans l'entreprise. Voilà, je refais le bilan. Vous pourriez nous donner 2-3 exemples de types d'actions qui sont mises en place à la suite? Je peux vous donner les exemples. En fait, du coup, en 2010-2011, il y a plusieurs actions qui avaient été identifiées pour mettre en place, pour agir sur le site au niveau de l'efficacité énergétique, d'avoir une énergie verte, de commencer à isoler les bâtiments, de commencer à sensibiliser. On a 1000 vendeurs sur le terrain, donc ce n'est pas négligeable. Donc, les émissions de CO2 du fait de cette activité sont vraiment les plus importantes. Après, dans un premier temps, ça a été plus facile d'identifier et agir vraiment sur le site. Donc, ça a été fait. Et on voit une nette progression au niveau des émissions de CO2 pour les émissions de CO2 faites sur le site. Et ça a quasiment diminué par 2, voire plus au niveau des émissions CO2. Donc, il y a aussi au niveau de la flotte auto, donc des sensibilisations, mais effectivement, là, on travaille plutôt au niveau comportemental, donc c'est un peu plus long, mais ça a quand même permis de mettre en place des formations pour sensibiliser les conducteurs à l'éco-conduite. Maintenant, on a identifié donc, les actions à faire pour les 4 ans à venir. Donc là, ce qui était bien, quand j'ai présenté le plan d'action à venir, j'ai pu aussi montrer les plans d'action qui avaient été faits dans le passé et on a coché les cases. Ce qui montre que oui, on arrive à nous améliorer, c'est très motivant. Et voilà, ça nous motive aussi pour continuer à faire nos actions. Donc, pour les années à venir, ça va être vraiment, encore une fois, on a beaucoup, en faisant le bilan carbone, on répond à des exigences réglementaires, mais il y a aussi la loi de l'homme, vu que nous, on doit travailler vraiment sur la flotte automobile, ce qui n'est pas forcément le cas pour peut-être les collègues qui sont présents aujourd'hui, mais on sait qu'on doit faire évoluer notre flotte, avoir plus de véhicules hybrides, plus de véhicules électriques, mais aussi travailler sur le comportemental. Donc ça, c'est les actions qui ont été identifiées pour les 4 ans à venir. D'accord. Et pour concrètement, quelles sont les actions qui ont été mises en place sur le site? C'est vraiment des choses assez basiques qu'on trouve, mais qui vraiment apportent beaucoup d'efficacité énergétique et des diminutions de CO2. C'est l'isolation, changement des fenêtres, fermeture, changement des ampoules. C'est toutes ces choses-là qui peuvent paraître un peu anodins, mais qui ont des effets réels. Et aussi une surveillance très, très précise sur la consommation énergétique. D'accord. Il y a une question où on demande votre avis. Selon vous, l'impact carbone des nouveaux modes de distribution, c'est-à-dire le côté livraison à l'unité du type Amazon, est-il inférieur à celui des circuits précédents, où il y avait le côté plateforme, puis des centres de distribution et les clients se déplaçaient pour récupérer leurs produits? Alors, je n'ai pas le niveau expert là-dessus. Mais en fait, je peux vous partager les réflexions qu'on a internes chez nous dans le domaine.
Donc, l'idée, Bernard, on souhaite mettre en place un certain nombre de shops à des endroits un peu partout dans le pays. Donc, on a commencé, on en a déjà 4, justement pour pallier cet effet livraison vraiment avec des petits paquets individuellement chez le client, pour permettre aux clients en fait d'avoir plutôt des lieux où on peut aller récupérer ses colis. Donc, il y a à la fois les shops, il y a aussi des distributeurs de colis qui sont mis en place. Par contre, je n'ai pas du tout aujourd'hui, je n'ai pas du tout des comparatifs à faire par rapport à juste l'impact carbone que nous, on a par nos prestataires. Donc, eux, ils nous envoient l'impact carbone de nos livraisons, effectivement. Mais je pourrais pas. Mais effectivement, il faut nous, dans notre réflexion, il est clair que on va dans l'avenir chercher des solutions qui permettent de ne plus faire la distribution par camion comme on le fait aujourd'hui. Ça va être c'est primordial pour l'avenir. Déjà, le verdissement des camions qu'on a besoin, vraiment avec les camions à l'hydrogène, ça c'est vraiment en étude aussi avec nos prestataires, et effectivement, mais aussi des solutions parallèles. Et dans l'avenir, il faut chercher d'avoir plusieurs possibilités pour les clients pour être livrés ou pour récupérer. Donc, on est inscrit aussi dans une démarche omnicanale, effectivement, aussi pour donner la possibilité à nos clients soit d'être visités par la force de vente, soit passer un coup de fil, soit faire une commande en ligne, et que tout soit bien harmonisé. C'est vraiment une stratégie clairement définie pour l'entreprise. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... Moi, je pense que ça répond à la question de la personne. Écoutez, merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions que vous souhaiteriez poser à Eureka, mais écoutez, merci beaucoup. Et puis, après, je peux juste vous encourager à faire le bilan carbone. Vraiment, c'est un très bon outil et ça donne des chiffres très clairs. Et des fois, on a des surprises parce qu'on croit qu'il n'y a pas d'impact à certains endroits, alors que c'est très important. Il y a d'autres endroits où on croit que l'impact est très important, alors qu'il ne l'est pas. Donc, vraiment, je peux vraiment vous encourager. Vous avez la possibilité de le faire, n'hésitez pas à le faire, ça va vraiment vous permettre aussi de vous préparer pour l'avenir et aussi peut-être identifier aussi en avance des attentes de vous, clients, et anticiper peut-être des choses qu'eux vont vous demander dans l'avenir. Voilà, à la fois effectivement de la part des clients, l'aspect réglementaire qui va aussi sûrement se renforcer au fur et à mesure. Donc, ça permet effectivement de prendre le chemin en route dès maintenant. Voilà. Mais merci. Merci beaucoup. Je vais passer du coup maintenant la parole à Philippe pour nous faire part de l'expérience chez Tournu Équipement. Et puis, du coup, voilà, la présentation arrive. Juste en préambule, avant de… Bonjour. Oui. Pardon, Philippe. Allez-y, Bertrand. Je me permets juste de rappeler un petit élément de contexte. En fait, votre témoignage s'inscrit avec un retour d'expérience intéressant, puisque c'est en 2009 que vous avez fait votre bilan carbone, mais vous allez le préciser, tous ces éléments-là, et c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir les effets, les objectifs que vous vous avez fixés auparavant, en 2009. Est-ce que vous les avez atteints finalement, et votre présentation, oui. On sera attentif à ce que vous allez nous présenter également. Merci. Ok, bon, alors bonjour à tout le monde, tout d'abord. Donc, sans trop rentrer dans le détail, notre société Tournu Équipement, donc située à Tournu en Bourgogne, on est une société industrielle où on fabrique des matériels de cuisine, de restauration collective. Vous voyez les tables qu'il y a dans l'émission Top Chef, c'est nous qui les avons fabriquées. Donc, nous, notre métier, c'est au niveau industriel, c'est la transformation de l'acier inoxydable, des tôles qu'on va découper, qu'on va plier, on va faire des meubles
des matériels pour la restauration collective. On va faire notamment aussi, et ça c'est intéressant pour le bilan carbone, des matériels à énergie, c'est-à-dire des meubles chauffants pour le maintien en température des aliments, notamment des meubles de distribution de self-service. Hein, dans une école, la vitrine réfrigérée, le bain-marie pour servir le repas des enfants, eh bien, c'est fabriqué dans notre usine. Une usine de 250 personnes qui transforme des meubles en inox en Bourgogne. Voilà, ça c'est nous. Alors, Bertrand, si vous pouvez passer la diapo suivante. Donc, nous, effectivement, on a entamé la démarche bilan carbone en 2009. Donc, c'est quelque chose de très ancien chez nous, mais je dirais qu'on a déployé un plan d'action depuis ce temps-là, qu'on continue à déployer. On a remis à jour nos données carbone, mais je dirais que l'histoire commence en 2009. Donc, ce n'était pas une démarche, on était poussé par personne, c'était vraiment une démarche purement volontaire. C'était l'époque du Grenelle de l'environnement, hein, si vous vous souvenez, donc, où la notion d'environnement commençait à émerger dans la société civile, et on s'est donc rapproché de l'ADEME pour faire un bilan du c'est quoi nos consommations. Alors, donc, on a travaillé avec le FCBA, c'est le Centre technique du bois, hein, qui était accrédité par l'ADEME pour déployer la méthodologie bilan carbone. Donc, dans le schéma qu'on voit ici, nous, on a voulu vraiment faire la démarche la plus large possible. C'est-à-dire qu'on a vu tous les scopes, c'est-à-dire qu'on s'est intéressé sur ce qui se passait dans notre entreprise et surtout, on s'est passé sur ce qui se passait chez nos fournisseurs et chez nos clients. Hein. C'est-à-dire pas une démarche purement intramuros, mais une démarche la plus large possible, vraiment pour déterminer l'impact de Tournu Équipement environnemental, c'est quoi. Voilà. Donc, ça a duré une bonne démarche, je me souviens, c'était 4 mois où on a fait beaucoup de chiffres. Et là, sur l'infographie, on voit les résultats. Alors, le petit diagramme, on ne voit pas bien les titres, mais je vais vous les décrire. Ce qu'on voit, c'est que en étudiant, on voit qu'il y a, à la question, c'est où sont nos émissions carbone? Eh bien, on s'aperçoit qu'il y a deux pics qui se dégagent en réalité. Et le pic le plus important, là, qui représente 60% des émissions de gaz à effet de serre, eh bien, c'est les matières premières qu'on emploie. Voilà, c'est-à-dire l'acier inoxydable, tout simplement. Et il y a le deuxième pic qui se dégage, c'est l'utilisation. Alors, l'utilisation, c'est quoi? C'est la consommation d'énergie de nos produits chez nos clients. Voilà. Et on s'aperçoit que le reste, ce n'est pas que ça n'existe pas, mais c'est vraiment très hors trait. Ça veut dire que, et c'est ça, je pense, l'intérêt de la démarche bilan carbone quand on la regarde au niveau large, c'est que finalement, ce qui se passe dans notre entreprise, c'est-à-dire nos machines, notre éclairage, même le transport routier, est finalement peu important. Là où se situait notre impact le plus important, c'était sur la matière première qu'on utilisait et sur la consommation d'énergie de nos clients. Donc, c'est ça qui, quelque part, nous a forcé à nous intéresser vers l'éco-conception et à se dire, finalement, comment on peut repenser notre produit, notre service pour offrir à nos clients et offrir à nous-mêmes une prestation qui soit moins impactante au niveau de l'énergie. Et ça nous a porté vers l'éco-conception. Et je pense que c'est ça où la démarche bilan carbone, elle se distingue un peu des démarches environnementales plus traditionnelles comme la 14001 ou la 50001, où on reste très comment on travaille proprement dans l'usine, c'est quand même une question intéressante. Le bilan carbone, lui, il va se dire c'est quel est ton impact élargi. Et du coup, ça nous oblige à sortir un peu des murs de l'usine et à voir ce qui se passe chez nos fournisseurs, à voir ce qui se passe chez nos clients et un plan d'action au niveau de la matière première, effectivement. C'est notre acier inoxydable. Et c'est à ce moment-là qu'on avait des informations par nos fabricants, nos fournisseurs d'acier inoxydable, qu'il existait des aciers inoxydables sans nickel.
et qui avait donc, dans l'extraction, dans la transformation et dans le processus de recyclage, nécessité moins d'énergie. Voilà. Le nickel est un métal qui est très, 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 très énergivore. Il est aussi, par ailleurs, très polluant. Et en sourçant des aciers inoxydables sans nickel, mais avec du titane, d'autres matières moins impactantes, on arrivait pour la même quantité d'acier inoxydable et la même qualité à baisser d'environ 15% les émissions de gaz à effet de serre de nos approvisionnements. Voilà. En travaillant sur la source énergétique. Donc ça, c'était, je dirais, le premier levier important de notre plan d'action. Et le deuxième plan d'action, c'était donc effectivement sur l'énergie de nos clients. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait des fours de remise en température, qu'on faisait des vitrines réfrigérées, des choses chauffantes, donc de la consommation d'énergie. Alors, il y a un petit biais en France, carbone-énergie, c'est-à-dire que partout dans le monde, l'électricité est très, très carbonée, parce que dans le monde, l'électricité, c'est surtout du charbon ou du diesel ou du gaz. En France, c'est beaucoup nucléaire, donc l'impact énergétique, le bilan carbone minimise un peu ce qui est lié à la consommation énergétique par ce biais-là. En fait, la consommation, on s'est aperçu que nous, quand on fait une vitrine réfrigérée, l'inox compte, mais la consommation électrique de nos clients pendant toute la durée de vie du produit va être très importante. Et donc, c'est ce qui nous a apporté vers la notion d'éco-conception. Comment on peut faire une vitrine réfrigérée qui offre le même service, c'est-à-dire la même qualité d'énergie. Il faut que la bouffe soit refroidie à la même température, bien entendu, mais en diminuant tout simplement les kilowattheures consommés. Donc, on a retravaillé en éco-conception. Là où on avait du simple vitrage, on a mis du double vitrage, on a amélioré la conception, on a amélioré l'isolation, on a repensé les flux d'air, on a fait de la réingénierie de façon à offrir le même produit redesigné, mais avec une efficacité énergique repensée. Donc, dans le diagramme un peu barbare qu'on voit ici, donc on voit ce qui est en rouge, c'est la puissance, donc la consommation électrique, et en repensant, donc à gauche c'est le avant, et en repensant en ingénierie, en éco-conception le produit, eh bien, on augmente les régulations et on diminue la quantité d'énergie. Voilà. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que, en énergétique, mais en s'intéressant à nos clients, et c'est ça ce qui est important, c'est l'idée d'avoir une idée large, on s'est aperçu que nos clients, ils avaient un usage de nos produits qui n'était pas forcément un usage vertueux. C'est-à-dire que la procédure, c'est que quand ils ont une vitrine réfrigérée, la première chose qu'ils font à 7 heures du matin quand ils ouvrent, c'est qu'ils l'allument. Et donc, le matériel, il reste allumé du matin au soir. Alors qu'en réalité, ils n'ont besoin de la démarrer qu'à 10 heures du matin. Donc, pendant 30% du cycle d'utilisation du produit, le truc, il tourne pour rien. Et en comprenant que cet usage-là, c'était 90% de nos clients qui faisaient comme ça, on s'est dit, si dans notre produit, dans sa conception, dans son conseil, dans sa notice, dans sa façon de faire, on va inciter les clients à l'allumer au bon moment, à l'utiliser au bon moment, on va faire des économies d'énergie. Et donc, on a mis des choses très simples qui ne coûtent rien. Dans nos cartes électroniques, on a mis des régulations, des horloges ou un peu d'intelligence, je ne vais pas dire intelligence artificielle, on en est très loin, mais tout simplement un message en disant je suis la vitrine réfrigérée et je vais m'allumer automatiquement à 10 heures du matin au lieu de s'allumer à 8 heures. Et ce faisant, on fait à peu près encore 30% de gains d'énergie rien que par l'usage. Si on cumule l'efficience énergétique par la conception, le travail d'ingénieur et l'économie d'énergie par
l'aide aux clients, la culture écologique, et ben effectivement, on fait maintenant des selfs qui ont baissé la consommation d'énergie d'environ 40%. Voilà. C'est-à-dire que Alors si je justement, reviens un peu sur le bilan carbone, oui, ça allait être justement oui, une des je vous questions, écoute. vous y avez en grande Excusez-moi. partie répondu, c'est voilà, est-ce que ces changements intelligents de conception n'ont pas généré une hausse des coûts de fabrication et donc du coup des difficultés qui pourraient augmenter enfin comment est-ce qu'on fait pour le répercuter en fait après sur le côté vente? Est-ce qu'il n'y a pas justement une plus-value énergétique sur la vente? Alors, alors, alors l'intérêt de l'éco-design, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut prendre les choses sous sa globalité. Évidemment, il y a des choses qui coûtent plus cher. Une régulation plus intelligente, ça coûte plus cher. Plus d'illustration, ça coûte plus cher. Mais d'un autre côté, je vous ai dit que la matière première, elle pesait. Donc, en repensant le design, on arrive à la même rigidité, la même solidité du matériel, à faire du matériau plus léger. Par exemple, on diminue de 15 à 20% le poids du matériel. On met moins d'inox, mais par contre, on fait une meilleure conception pour garantir la moins rigidité. Donc, quelque part, on gagne sur la matière première, puisqu'on en met moins. Et avec les économies qu'on fait, on peut se permettre de mettre des choses intelligentes qui permettent d'augmenter l'isolation, par exemple. Pour le cas de l'éco-conception qu'on a fait, c'est-à-dire sur nos vitrines réfrigérées, on s'est posé la question, c'est est-ce qu'on fait quelque chose de très écologique et de très très cher? On s'est dit non, on va faire quelque chose de très écologique, mais on va le faire au même prix. Nos clients ne comprendraient pas qu'on explose les prix. Et l'idée, c'était vraiment de faire quelque chose qui puisse être acheté par tout le monde. En fait, l'efficience énergétique, c'est surtout de l'intelligence de la conception, et ça ne coûte pas cher au niveau du prix de revient, ça prend du temps par contre, c'est des économies de matériaux, et bien souvent, en fait, surtout au départ, quand on commence une démarche de conception, on va plutôt faire des économies parce qu'on va alléger le produit, on va faire des économies à notre client parce qu'il va faire des économies d'énergie, donc on a des fonctions qui sont revalorisées et un prix de revient qui, dans un premier temps, baisse. Voilà. Non, nous, ça ne nous a pas coûté plus cher. Vraiment. Hein. Alors, et ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire que l'écologie, ce n'est pas forcément plus cher quand on fait de l'éco-conception. D'accord. Alors donc du coup, il y a une des remarques, c'est donc les clients qui voudront réduire leur impact carbone à leur tour, vont se tourner plus volontiers vers Tournu Équipement que vers un concurrent avec des produits plus énergivores. Donc du coup, bravo pour cet atout commercial. Mais du coup, est-ce que vos clients sont conscients de tout ça? Est-ce que vous communiquez dessus? Enfin, voilà. Comment vous le faites Oui, bien savoir? sûr, bien sûr. C'est alors, on a voulu le faire, et c'est pour ça qu'on a fait appel à un designer, c'est-à-dire que dans notre produit, on a mis des messages environnementaux. Nos vitrines réfrigérées, elles ont des portes vitrées, et dans notre design, on a mis des indications pour inciter le client à fermer les portes, pour éviter que les portes soient ouvertes et que ça soit une passoire énergétique. On a mis des signalétiques écologiques en donnant les bons gestes écologiques à faire aux clients. Donc ça, c'est de la communication. Évidemment, dans nos fiches techniques, dans nos documentations commerciales, on a mis en avant les atouts environnementaux. Et il faut savoir que beaucoup de nos clients sont des pouvoirs publics, hein, des écoles, des hôpitaux, etc., qui, de plus en plus, dans leur cahier des charges, dans leur documentation, dans leurs références, demandent des produits écologiques et demandent une prestation en termes environnementaux. Donc, nous, le fait d'avoir un produit qui fonctionnellement remplit ses obligations, soit placé en prix, ça c'est très important de rester placé en prix, on avait une proposition concrète au niveau environnemental. Et ça permet de gagner des appels d'offres. Voilà comment on a pu proposer cette prestation. Alors, j'ai encore deux autres questions. La première, c'est est-ce que la diminution de la masse de matière dans les produits a été aussi étudiée et mise en place, sachant que la matière est la principale source d'émissions de carbone?
Oui, oui. Typiquement, pour la vitrine, ce que je disais, c'est que on a repensé les épaisseurs de tôle, on a repensé la rigidité pour compenser ces diminutions, pour faire des économies. Donc, une baisse directe, hein, si on revoit le schéma, 60% de nos émissions, c'est la matière première. Donc, notre vitrine, on l'a allégée en masse. Ça, c'est très important. Donc, évidemment, oui, ça fait partie du sujet. Et la deuxième question, c'est chez Tournu Équipement, pour faire tout ce projet d'études de bilan carbone, ça a monopolisé combien de personnes pour arriver au résultat que vous avez aujourd'hui? Alors, pour le travail initial, on a quand même eu donc, je vous ai dit qu'on s'est fait aider d'un centre technique, hein, le FCBA en l'occurrence. Et donc, c'était une personne qui venait 2 jours par semaine, ça a duré 4 mois. Hein, donc, il y a quand même un certain nombre de jours, une dizaine, une vingtaine de jours qui ont été consommés. Et moi, j'avais un assistant pour présenter les données, parce qu'il y a beaucoup de données à récupérer, combien de matière on achète, combien de matière on vend, combien ça consomme, etc. Il y a beaucoup d'informations techniques à rassembler, à calculer, à estimer. Donc, la personne du FCBA, elle, quelque part, elle nous posait les questions et puis nous, on cherchait les éléments techniques. Voilà. Par contre, il y a aussi quand même un vrai retour d'expérience dans ce schéma, c'est que du coup, on a accès au tableau et ça permet de mettre les choses en perspective. Mettre les choses en perspective, ça veut dire, au fond, 1 kilo d'inox, ça équivaut à quoi? Ça fait combien de kilomètres en voiture? Est-ce que envoyer un mail, ça fait plus ou moins de CO2 que d'envoyer un papier? Il y a beaucoup de choses, ça permet de mettre beaucoup de choses. Par exemple, on n'avait pas imaginé que les cartes électroniques, que l'électronique, par exemple, pouvait être à ce point coûteuse en CO2. Voilà. Pourtant, souvent, on dit un peu un lieu commun, oh là là, vite, vite, supprimons les papiers pour faire des emails, on sauvera la planète. Bon, voilà, c'est pas forcément vrai. Ça permet aussi de remettre des choses en perspective parce que souvent, quand on parle environnement, il y a les lieux communs qui sortent vite, éteignons la lumière, vite, mettons des poubelles à papier. C'est bien, il faut le faire. Mais par rapport à les actions qu'on peut faire auprès des fournisseurs, voilà, c'est bien de faire des actions symboliques, c'est bien de faire des actions qui portent aussi. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Philippe. Du coup, je vais maintenant donner la parole à Laure qui va nous présenter justement l'accompagnement qui existe par l'ADEME pour les entreprises qui veulent se lancer dans le bilan carbone. Merci Delphine. Donc, je voulais tout d'abord vous faire part du fait que l'ADEME a fait sa révolution numérique et que le papier n'existe plus beaucoup à l'ADEME, pour faire le pendant de ce que vient de nous expliquer Philippe. Donc, maintenant, tous les dépôts de dossiers se font de manière électronique jusqu'à la signature et jusqu'à le versement des justificatifs pour obtenir le solde de la subvention. Donc, cette plateforme s'appelle Agir pour la transition et ce sera le passage obligé pour un dépôt de dossier, mais aussi pour obtenir plein d'informations sur tout ce qui existe comme dispositif d'aide à l'ADEME. Donc, c'est aussi une mine, une centralisation de toute l'information, tant pour les entreprises, les collectivités que pour les associations. Donc, je vous incite à aller faire un petit tour sur ce site, que vous ayez si vous avez un projet, et puis que vous ayez envie ou pas de faire une demande d'aide à l'ADEME, vous y trouverez de toute façon des informations précieuses. Pour revenir à Tremplin, donc Tremplin est un dispositif dans le cadre du plan de relance qui est spécifique pour les PME.
Il a un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre, donc la liste des mesures éligibles, que ce soit des études, que ce soit des investissements, et qui couvrent un certain nombre de thématiques. Et donc, vous êtes éligible selon votre code NAF. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire part plus précisément de ce qui est disponible par rapport au climat, donc tous ces fameux bilans gaz à effet de serre ou bilan carbone. Donc, ils sont éligibles non seulement pour les PME, mais c'est un arbitrage avec les cabinets ministériels que pour les entreprises de moins de 100 salariés. Et notre démarche, qui est TACT, et donc pour Assessing Low Carbon Transition. Et c'est aussi une étude qui, donc, il y a soit un diagnostic, soit la mise en œuvre pour vraiment faire un plan d'action. Comme il a été dit par nos deux bons ambassadeurs précédents, il ne s'agit pas de faire l'étude pour faire l'étude, mais vraiment d'engager un plan d'action à la mesure de ses moyens. Et il ne faut pas vouloir tout révolutionner et tout de suite. Il faut avoir des ambitions qui soient atteignables. Donc, les bilans carbone et cette méthode ACT sont aidés à 80% donc du montant d'aide, avec un plafond pour les bilans carbone à 5 000 €. Ce seuil de 5 000 est important, on le reverra tout à l'heure. En ce qui concerne l'éco-conception, donc ça peut être différents diags, différents affichages environnementaux, et Antoine vous détaillera tout à l'heure la notion, le contenu et l'attendu de ces études. Alors, le petit détail, c'est qu'à ce jour, le dispositif tremplin n'est ouvert que jusqu'au 30 juin. Donc, sous un mois, il est a priori caduc, sachant qu'il a été ouvert début février. Il reste encore des budgets disponibles, mais la règle, c'est premier arrivé, premier servi pour un dossier qui est complet. Voilà, donc effectivement, on demande que se passe-t-il après le 30 juin? C'est juste qu'il ne sera plus possible de bénéficier de cette aide. Aux informations d'aujourd'hui, oui, c'est ça. Donc, bon, il y a un site sur la plateforme Agir, vous avez la liste des actions éligibles. Et donc, pour déposer un dossier à l'ADEME, il faut avoir un projet, un bouquet de travaux qui donne une aide d'un montant minimum de 5 000 €. Un maximum à 200 000, on n'en a encore pas vu beaucoup. Donc, c'est un système d'aide dérogatoire Covid, je vous disais, c'est dans le cadre du plan de relance. Et d'un point de vue trésorerie, à la signature de la convention, l'ADEME vous verse déjà 30% et vous avez 18 mois au maximum pour envoyer l'attestation de réalisation de l'action. Si vous faites, on a vu le bilan carbone, là, en 4 mois, ça peut être réalisé. Et si vous avez fini vos travaux, vos études en 6 mois, vous pourrez avoir le versement du solde. Comme je vous disais qu'il faut un minimum de 5 000 €, donc dans certains cas, un bilan carbone ne coûte pas plus cher, donc avec 80%, vous n'atteindriez pas le seuil de 5 000, donc voir dans la liste des autres choses s'il y a quelques opérations qui pourraient être intéressantes pour votre entreprise. Et pour les investissements éligibles, donc le dispositif tremplin est aussi cumulable avec le dispositif des CEE, donc les certificats d'économie d'énergie. Et comment déposer un dossier? Eh bien, il existe donc un tableur appelé tremplin qui, en fonction de votre code NAF, ouvre les lignes qui sont éligibles ou pas pour votre entreprise. Donc, vous saisissez le montant, le nombre d'études que vous souhaitez. Ça vous calcule directement le montant d'aide potentielle et ça vous dit s'il faut justifier d'un devis ou pas. Donc, il faut transmettre aussi ces devis ainsi qu'un RIB, donc 3 éléments, et vous pouvez déposer un dossier de demande d'aide. Voilà ce que je voulais vous dire sur Tremplin. Et vous aurez donc ici le lien à cliquer. Sinon, vous tapez Tremplin PME dans un moteur de recherche et vous arrivez directement sur le site. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, nous allons passer sur les dispositifs, surtout la thématique d'éco-conception et cycle de vie. Donc, je vais passer la parole à Patrice. Patrice, il faut que vous réactiviez votre micro. Hop, voilà. Bon.
Est-ce que, voilà, vous m'entendez? Donc, je me présente, Patrice Benoît, je suis l'animateur du club Audit Croisé sur FQP. Et en plus, je coordonne actuellement justement le dispositif tremplin avec l'ADEME et FQP, donc nos adhérents qui déposent des dossiers et les consultants que l'on met à disposition des adhérents pour justement ces différents types d'accompagnement dont Laure vous a un petit peu parlé jusqu'à présent. Donc, on a au niveau de… voilà. L'éco-conception. Donc, on a eu une bonne transition avec Philippe de Tourneux Équipement qui, entre le bilan carbone et l'éco-conception, nous a dit que justement, suite à ce bilan carbone, ils sont arrivés à refaire de l'éco-conception. C'est quoi l'éco-conception? Ben, ça consiste simplement à intégrer l'environnement global dès la conception d'un produit ou d'un service et d'intégrer dans cette conception toutes les étapes qu'on appelle le cycle de vie du produit. Et donc, on s'interroge sur les impacts depuis l'extraction des matières premières, de l'énergie, en passant par la fabrication, le transport, l'usage, Philippe vous en a parlé aussi, et il ne faut pas oublier aussi le tri, la fin de vie, la gestion des déchets, quoi. Donc, on peut concevoir ou reconcevoir, faire du re-engineering, un produit et il faut s'intéresser à toutes les étapes justement de ce cycle de vie du produit. Donc, au niveau du bilan carbone, on s'intéresse à l'entreprise globale. Dans l'éco-conception, on va s'intéresser plutôt à un produit qui aura été choisi par l'entreprise. On peut pas faire alors, on peut faire plusieurs produits, plusieurs éco-conceptions, mais ça demande quand même un peu d'énergie, un peu de temps pour faire ça. Donc, on va plutôt s'intéresser à un produit phare au niveau de l'entreprise, celui qui est soit qu'il faut changer, soit celui qui se vend le plus et où on aura le plus de chances d'apporter des nouveautés, des améliorations. Donc voilà, cycle de vie, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une conception traditionnelle, vous voyez en bleu là sur la présentation, on s'intéresse surtout à la partie assemblage, au transport et éventuellement un peu à l'usage. Là, dans l'éco-conception, on va s'intéresser depuis l'extraction, la fabrication en tant que telle, globalement, et puis donc le tri. Et donc, c'est une approche multi-étapes, comme on dit, mais c'est aussi une approche multicritère. Dans le bilan carbone, on s'intéresse aux gaz à effet de serre. Lorsqu'on fait de l'éco-conception, on va regarder aussi tous les impacts environnementaux que peut avoir ce produit sur son environnement, donc aussi bien au niveau acidification que l'écotoxicité, la consommation d'énergie non renouvelable, la consommation des ressources rares, la couche d'ozone, la toxicité, etc. Et tout ça, donc toutes ces approches multicritères au niveau de l'environnement doivent être prises en compte sur les différentes étapes du cycle de vie du produit. Voilà ce que c'est que l'éco-conception. Alors, on peut… Comment on fait cette éco-conception? Il va falloir d'abord identifier les enjeux pour l'entreprise et donc, comme je vous disais tout à l'heure, choisir un produit en particulier. Donc, ce choix doit être volontaire et doit être décidé par l'entreprise. Ensuite, il va falloir faire donc une évaluation environnementale, ce qu'on appelle une situation de référence sur ce produit. Cette évaluation environnementale, cette analyse environnementale peut être faite de différentes façons. Il y a plusieurs outils qui peuvent être mis à disposition, qui sont plus ou moins complexes, plus ou moins longs à mettre en place. Et vous avez des outils qu'on appelle outils analyse du cycle de vie, qui sont assez complexes, qui demandent des experts. Mais vous avez d'autres outils qui sont un peu plus génériques et qui peuvent quand même permettre de faire de l'éco-conception. Suite à cette évaluation environnementale, eh bien, on va chercher justement ces différents types, des types de pistes d'éco-conception et on va chercher ces pistes justement en fonction aussi du cycle de vie du produit. Après, ça va être une décision à prendre
en fonction eh bien, du produit que l'on veut, en fonction, il y a une approche entre le besoin du client, entre le besoin de l'entreprise, entre les finances de l'entreprise et aussi la difficulté de mettre en œuvre ces pistes d'éco-conception. Donc, il y a un arbitrage à faire et ensuite, donc, une fois que cet arbitrage est fait, mettre le plan d'action en route et derrière, on fera une évaluation environnementale comparative par rapport au produit initial pour voir le gain que l'on a fait. Et ce qui est important aussi, la dernière phase de l'éco-conception, c'est la communication, information. Philippe nous l'a bien montré, il faut aussi regarder après ce que ça nous a apporté et le communiquer. Communiquer à nos clients pour faire valoir aussi voilà, cette éco-conception, notamment et le communiquer pas seulement à nos clients, aussi au personnel de l'entreprise. Actuellement, il y a une attente aussi au niveau des gens, une attente au niveau RSE. La crise Covid nous a un peu accentué ce phénomène. Et donc, voilà, il faut communiquer pour que tout le monde prenne conscience de ça et que les efforts soient récompensés, quoi, quelque part. Lorsqu'on fait de l'éco-conception et lorsqu'on recherche justement les pistes, il va falloir faire attention surtout d'éviter les transferts d'impact. Ces transferts d'impact, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention si on améliore, par exemple, dans la partie transport ou dans la partie usage, que cette amélioration n'induise pas un effet contraire, un impact supplémentaire sur d'autres parties, d'autres étapes du cycle de vie, ou que cette réduction d'impact, par exemple sur le gaz à effet de serre, n'augmente pas, par exemple, la consommation d'énergie ou de produits de ressources naturelles supplémentaires. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre, c'est toujours une histoire d'arbitrage. Et donc, il faut penser global. Voilà, c'est assez complexe, mais ça se fait assez facilement. Vous avez vu, Tournu, ils ont bien travaillé là-dessus. Et il y a pas mal d'entreprises qui ont fait de l'éco-conception autour de nous. Par exemple, vous avez Savoie Logistique qui a reconçu ces systèmes de convoyage, qui leur a permis de gagner 75% de taux de recyclabilité sur leurs produits. Au niveau du tri des déchets, ils ont gagné 45% de consommation électrique chez le client, etc. Donc, vous voyez, on peut jouer sur différentes étapes et de façon à avoir un impact global sur l'environnement et pas simplement sur les gaz à effet de serre, mais le bilan carbone est quand même un bon moyen de lancer ces démarches d'éco-conception. Voilà. Alors qu'on fait de la démarche d'éco-conception, je vous disais, vous pouvez faire de plus ou moins compliqué. L'évaluation environnementale des produits, on parle d'analyse du cycle de vie. Ça, c'est vraiment le plus complexe. Faut que ce soit des experts quand même qui s'occupent de ça et c'est très long. Vous pouvez avoir des guides, des normes, des checklists qui vous permettent de faire ça plus simplement, un peu plus généraliste. Vous avez un produit de l'ADEME qui s'appelle le bilan produit 2008 qui permet de faire une analyse de cycle de vie simplifié lorsqu'on veut faire une éco-conception quantitative. Voilà. Donc, on peut faire différentes méthodes qui sont plus ou moins longues, qui demandent plus ou moins de temps pour cette analyse environnementale. Alors, je vais aussi parler un peu de perspective cycle de vie et d'ISO 14001. Dans la nouvelle version ISO 14001, donc il y a la norme environnementale, un système de management de l'environnement, on parle maintenant de perspective de cycle de vie. Aussi bien donc penser cycle de vie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, dans le contexte, dans les risques, opportunités et dans la mise en œuvre aussi au niveau opérationnel. Et donc, l'ISO 14001 fournit une structure, un engagement pour l'éco-conception. Vous avez vu, Tournu Équipement a éco-conçu sa vitrine, et ce qui a permis justement
d'atteindre des objectifs au niveau de 14001. Donc, l'éco-conception est vraiment quelque chose à part entière dans l'ISO 14001. Et c'est une partie, on va dire, faire de l'éco-conception, vous pouvez le faire sans être 14001. Si vous êtes 14001, vous n'êtes pas obligé de faire l'éco-conception, mais il est bien de l'intégrer maintenant dans votre système de management, quoi. Voilà. Bon, au niveau accompagnement, premier pas en éco-conception, on a 3 types d'accompagnement, mais il y a plusieurs types d'accompagnement en éco-conception qui sont un peu plus complexes. Et là, par contre, je vais laisser la parole à Antoine qui vous parlera des différents types d'accompagnement dans le dispositif Tremplin pour l'éco-conception. Voilà. Est-ce que j'étais assez clair ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, alors merci beaucoup Patrice. Alors sur le côté éco-conception, il n'y a pas de questions. Par contre, Laure, il y a 2 questions concernant le dispositif Tremplin. Alors peut-être qu'Antoine pourra répondre. Pour bénéficier du dispositif Tremplin, est-ce qu'il faut avoir réalisé un bilan carbone? On est d'accord que non, c'est pour financer le bilan carbone justement. Ce n'est pas un préalable. Le bilan carbone fait partie des 60 opérations potentielles qui existent dans le dispositif Tremplin. Ok, et justement, est-ce que Excusez-moi. Par contre, il faut avoir réalisé un bilan carbone pour se lancer dans la démarche acte. Ok. C'est ça la nuance. Et est-ce que la déstratification est éligible à Tremplin? Alors, je ne connais pas la déstratification, c'est pour ça que je n'ai pas répondu par écrit à la question. Si la personne peut compléter, ce n'est pas une des lignes actuellement, mais c'est peut-être un dispositif que je ne connais pas et qui peut s'intégrer dans une ligne existante. Je vais donner la parole à la personne. Alors, du coup, Monsieur Saudin, je vais vous donner la parole. On va y arriver. Allô ? Oui, on vous entend. Bonjour, Jean-Paul Saudin. En fait, je me permets d'avoir posé cette question parce que je travaille pour la société Arius et en fait, la déstratification, c'est tout simplement la récupération de la chaleur au plafond des bâtiments, ce qui permet de faire des économies de chauffage, d'où un impact sur le carbone, le bilan carbone. D'accord. Alors, il existe effectivement des dispositifs de récupération de chaleur. Je vous renvoie vers la liste des actions, pour voir si vous y trouverez votre bonheur. Donc, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais sur les différents outils mis à disposition pour prendre connaissance, il y a un recto verso de la liste et du montant maximum. Il y a aussi un document qui vous explique toutes les spécificités techniques qui sont indispensables pour être éligibles. Et dans le calculateur lui-même, ligne par ligne, vous avez sur le côté gauche un petit point d'interrogation qui vous reprend ce document, mais spécifiquement sur la ligne que vous êtes en train d'explorer. Très bien, merci. Merci beaucoup. Du coup, Antoine, à votre tour. Peut-être que vous réactiviez votre micro. Juste besoin, Patrice, tu peux arrêter le partage. Ça y est, c'est bon. Voilà. Est-ce qu'on est bon sur le slide? Alors, voilà, c'est bon, parfait. Parfait. Donc du coup, très bien. Donc vous avez eu tous une vision sur ce qu'était le bilan carbone, l'éco-conception, etc. Donc vous avez tous envie maintenant de vous lancer dans cette démarche. Donc ça tombe bien, à l'ADEME, on a le pack éco-conception qui vous permet de bénéficier d'aide pour lancer ces démarches, pour être accompagné. Donc je vais vous présenter tout ça tout de suite. Donc on a un peu un accompagnement en escalier, en plusieurs étapes, donc 3 niveaux, trois aides pour 3 niveaux d'éco-conception. Le premier, donc je démarre, finalement le niveau 1 qui est plutôt axé sur le dispositif Tremplin. Donc je reviendrai dessus juste après. Il y a plusieurs possibilités. Il y a le premier point d'éco-conception, donc tout un accompagnement sur la mise en place de la démarche.
et 2 dispositifs sur la certification, la labellisation, donc notamment efficient environnemental et l'écolabel européen. Une fois qu'on a commencé un peu ces premières étapes, on peut avancer dans la démarche, partir sur des diagnostics de conception, des études de mise en œuvre sur des produits ou des services, des choses un peu plus complètes, un peu plus poussées, pour ensuite déboucher sur des investissements. Et enfin, approfondir, aller plus loin sur des projets de R&D, donc d'études de faisabilité, des conceptions R&D et des projets d'éco-conception en R&D. Mais on va surtout s'intéresser aux 2 niveaux actuellement, puisque l'appel Projet Perfecto pour cette année s'est terminé le 8 avril 2021, mais il sera dans tous les cas remis en place pour l'année 2022. Donc, tremplin, premier point d'éco-conception, qu'est-ce que c'est finalement? Il y a eu quelques mots qui ont été dits par Patrice juste avant. C'est une action qui vise vraiment à financer une prestation externe pour sensibiliser à ces enjeux, pour effectuer un premier bilan d'un produit ou d'un service de l'entreprise pour déterminer les différents impacts et commencer finalement à élaborer une stratégie autour de ce produit pour améliorer pour améliorer les différents impacts qui auraient pu être déterminés suite à l'évaluation. Ce qui n'a pas été forcément dit tout à l'heure, c'est au niveau des outils. Donc, on pense souvent peut-être outils complexes, meilleurs outils. Dans l'éco-conception, c'est pas parce qu'on ne fait pas une ACV experte qu'on n'est pas sur la bonne démarche. Il existe de très nombreux outils, comme l'a précisé Patrice. Et c'est vraiment l'idée derrière, c'est de bien choisir l'outil et bien choisir son évaluation par rapport au produit en lui-même, au service, à la stratégie de l'entreprise. Et donc, dans le cadre des premiers pas, on n'est vraiment pas sur une analyse de cycle de vie experte, on n'est pas sur de la communication pure et dure. On souhaite vraiment qu'il y ait un accompagnement derrière, enfin, que cette prise de conscience en éco-conception devienne systématique. Et donc, on n'est pas sur du one-shot avec cet accompagnement. C'est vraiment quelque chose qui doit être intégré dans les pratiques de l'entreprise à terme. Pour le taux d'aide, donc il est juste affiché, c'est la même chose que Laure a pu le préciser tout à l'heure, donc 80% du coût de la prestation externe totale et des dépenses internes. Il faut savoir qu'un accompagnement en éco-conception, ce n'est pas juste quelqu'un vient de faire ma prestation et je m'occupe de rien. Il y a déjà un besoin de recueil des données, d'échange avec l'entreprise pour comprendre le produit, le service, etc., mais aussi pour finalement intégrer à ces pratiques et monter en compétence sur ces sujets. Et donc ça tombe bien parce qu'en Bourgogne-Franche-Comté, on a lancé une action il y a quelques mois avec le pôle éco-conception et l'agence économique régionale de Bourgogne-Franche-Comté pour faire monter les consultants de notre région sur l'éco-conception et pour qu'ils soient capables finalement de fournir ces prestations et cet accompagnement auprès d'entreprises de la région. Donc, je vais vous présenter très rapidement les accompagnements possibles qu'on peut avoir via cette ligne, cette action Premier pas éco-conception. C'est quelque chose qui a été présenté par Patrice juste avant. On a donc toute une étape de sensibilisation, donc on est sur du qualitatif, pardon, j'aurais dû peut-être commencer par là. Donc, il y a plusieurs possibilités. Un accompagnement qualitatif, donc on ne partira pas sur une évaluation environnementale. Un accompagnement quantitatif, mais ce sera plutôt sur des évaluations environnementales simplifiées. Donc, on a simplifié un bilan produit, comme l'a pu mentionner Patrice, ou une mise en œuvre de la perspective cycle de vie. Donc pour un accompagnement premier pas en qualitatif, on est plutôt sur une sensibilisation de l'entreprise à l'éco-conception, donc une animation autour des enjeux, du contenu, ce qu'a pu faire finalement Patrice aujourd'hui avec vous. On détermine finalement les besoins, les objectifs de cette entreprise et ce qu'on pourrait mettre en place derrière avec une stratégie d'éco-conception. Et on identifie derrière les ressources internes qu'on pourrait mobiliser, que ce soit financières ou finalement humaines. Ça demande effectivement beaucoup de réflexion, comme pour un bilan carbone qui a été mentionné juste avant. Donc l'autre manière d'être aidé sur tremplin via le dispositif tremplin, c'est la certification. Donc il y a deux manières de label possibles.
un qui concerne l'affichage environnemental. Donc, c'est une note qui va de A à E, calculée sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service, qui permet aux consommateurs d'être orientés sur finalement les différents impacts et le côté vertueux du produit. Donc ça, on accompagne à la fois sur la mise en œuvre de l'affichage, donc avec un référentiel existant, un cahier des charges existant, et ensuite sur une certification. Même chose pour l'écolabel qui lui aussi a été créé dans le but de conseiller les consommateurs, enfin d'orienter plutôt les consommateurs vers des produits à faible impact du coup environnementaux et qui respectent au maximum l'environnement. Il y a à peu près 24 catégories de produits existantes maintenant sur l'écolabel européen. Ça va de la peinture au détergent aux cosmétiques. Et donc là aussi, il y a un référentiel, on accompagne sur la mise en œuvre de l'écolabel et sur une certification derrière. Donc, quand on sort de tremplin, on peut reboucler finalement sur l'éco-conception, études et investissements, le soutien de l'ADEME. Donc là aussi, on a un petit escalier dans l'escalier. Donc, on accompagne finalement sur des diagnostics et des études pour la mise en œuvre de l'éco-conception qui sont nécessaires avant de se lancer dans des investissements. Que ce soit pour l'amélioration d'un produit sur une chaîne logistique, pour faire du prototypage, etc. Pour justifier l'investissement, on aura besoin finalement d'une étude, que la démarche soit mise en place en amont. Ça concerne toute taille d'entreprise, ça concerne tous les secteurs d'activité. Et cette année, notamment avec le plan de relance, il y a un focus sur 3 secteurs qui a fort impact environnemental, donc notamment le numérique avec le dispositif Econum, où il y a vraiment une volonté de faire de l'éco-conception sur tous les services numériques, donc data center, serveurs, logiciels, hardware, software, etc. etc. Un accompagnement gringo sur l'agroalimentaire, donc plutôt dans l'objectif derrière de proposer des produits labellisés HVE. Et je pense que c'est plutôt orienté pour des produits AOP de base. Les critères d'éligibilité sont fournis de toute façon sur la plateforme Agir. Et enfin, un mode durable sur vraiment l'éco-conception spécifique au textile, au linge et aux chaussures, au TLC. Donc là, un petit récapitulatif des taux d'aide qui, selon les études ou les investissements, donc selon votre taille d'entreprise, selon l'axe choisi, donc l'axe 1.1 et l'axe 1.2 correspondent aux études, et l'axe 2 correspond à l'investissement. Donc ça, je ne vais pas le lire de A à Z, mais il y a juste effectivement peut-être une chose à préciser sur l'éco-conception, enfin les diagnostics et l'étude. On peut aussi financer du temps interne, là aussi plafonné à 10 000 € sur le diagnostic et à 20 000 € sur l'accompagnement. Comment finalement on passe à l'action et on se lance dans cette démarche? Donc on travaille assez bien main dans la main avec l'AER, notamment avec Bénédicte Douidzé et Jason Claudret, qui sont 2 chargés de mission qui pilotent la mission Éco-Innover en Bourgogne-Franche-Comté, qui sont notre relais et le relais du pôle éco-conception en Bourgogne-Franche-Comté, qui peuvent vous accompagner sur comment vous lancer, comment trouver les bons interlocuteurs, quelles questions se poser, comment monter un dossier, etc. Et une fois que cet accompagnement a bien abouti, on peut ensuite passer par la plateforme Agir pour déposer un dossier à l'ADEME pour bénéficier des différentes aides. Et donc voilà pour l'éco-conception à l'ADEME. Eh bien, merci beaucoup, Antoine. Merci à tous. Apparemment, donc là, toutes les dernières interventions ont été claires. Je n'ai pas de nouvelles questions. Juste une dernière qui nous avait été transmise auparavant, qui s'adresse donc à Laure. Au niveau du moteur de calcul du bilan carbone, est-ce qu'il peut être intégré dans une application ou un site web tierce? Et si oui, quelles sont les modalités pour y parvenir? Est-ce que vous avez la réponse? Alors, j'en doute.
parce que ce tableur n'évolue plus depuis 15 jours, mais a beaucoup évolué et presque toutes les semaines depuis le mois de février de sa mise en service. C'est un outil qui est ensuite remis dans notre plateforme pour faire les conventions. Donc, il y a beaucoup de protection et autres. Par contre, la feuille de calcul, c'est un Excel au départ. Après, vous pouvez la prendre et la retravailler à votre guise. Mais voilà, une petite précaution pour dire que c'est un fichier qui est fort protégé. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Je vais juste vous repartager mon écran pour vous présenter justement les prochains rendez-vous de Nice Effort Cité. Donc, vous avez le 11 juin un webinaire sur les solutions pour éviter d'être en rupture de trésorerie de votre entreprise. Et le 15 juin, on renoue avec le présentiel en partenariat avec les docs numériques dans le cadre de la French Tech Centrale. C'est une rencontre avec des représentants de l'INPI pour découvrir les bons réflexes concernant la propriété intellectuelle et aussi donc l'accompagnement de l'INPI. Merci beaucoup à tous de cette qualité d'échange et encore une fois d'avoir répondu présent en un temps aussi court. Merci à Bénédicte Dolizé de l'AER qui nous suit, mais qui, grâce à elle, j'ai été mise en contact avec les différents intervenants. Et pour compléter ce webinaire, nous sommes en train de créer un séminaire pour accompagner les entreprises qui le souhaitent dans ce bilan carbone et dans la création du plan d'action. Donc, courant juin, on vous enverra les informations à ce sujet pour vous proposer d'y participer si vous le souhaitez. Et prochainement, vous recevrez le replay dans vos boîtes mail et puis sinon sur notre site internet, notre chaîne YouTube pour pouvoir revoir cette conférence si vous le souhaitez. Et bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je laisse les participants donc se déconnecter et à très bientôt.